Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus jusqu'ici par ces chaleurs, mais ça va aller. On a une pensée particulière pour nos communes qui viennent de subir des redoutables orages et qui vont avoir quelques dégâts à gérer. On discutait un petit peu avec Karim sur des bâtiments scolaires, etc., donc ça va pas être simple. Donc voilà. Sachez qu'en logistique, après, on peut toujours aider s'il y a lieu. Bien, un secrétaire de séance, déjà pour commencer. Donc on va prendre le petit jeune de l'étape, ce sera Nicolas, qui va commencer par l'appel. Bien. Alors, Marquette-les-Lilles. Dominique Legrand est excusé à donner un pouvoir à Miguel Béadès. Jérôme Mathieu. Carole Depric. Karine Lelièvre. Denis Sandrine. Des suppléants. Gambrechy. Sébastien Brognard. Michel Sass a donné pouvoir à Elisabeth Masse. Christelle Galland a donné pouvoir à Sébastien Brognard. Cédric Lecourt, Laurent Witterberg, Véronique Aureman, Georges Spadavecchia. Des suppléants. Verlinghem, Thierry Bonte a donné pouvoir à Benoît Bourrel. Benoît Bourrel. Des suppléants. Saint-André, Elisabeth Masse, Pascal Laoust, Jean-Pierre Eurin. Suppléant. Hervé Lecieux, très bien. Nicolas Lenindre, Didier Parzi, Claude Vasilowski, Cyprien Richer. D'autres suppléants. Péranchy, Karim Louzani, Rudy Plateux, Benoît Delobel, Jacques-Yves Delcer, Vanessa Doudin. Des suppléants. Carole Gruson. Lompré, Hélène Monclé. Pierre Spilard. Quesnoy-sur-Dole, Rosemarie Alinck. Samuel Olivier. Serge Mozon. Florence Delchambre. Des suppléants. Delemont, Christophe Lénard. Marc-en-Barœul, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier, Nicolas Papiachvili présent. Loïc Catelin, pas de suppléant. Warnoton, Yvon Pétronin. C'est beaucoup. Quorum étant atteint, on va pouvoir attaquer. On va donc commencer par l'adoption du PV du 22 mars 2023. Y a-t-il des remarques sur ce PV ? Je n'en vois pas, donc on peut l'adopter. Rapport numéro 1. On va commencer par celui-ci avant les infos ou quoi que ce soit, puisque c'est l'installation des délégués de Péranchy. Suite aux nouvelles désignations du conseil municipal de Péranchy, celui-ci a désigné au conseil syndical 5 délégués titulaires. Karim Louzani, Rudy Plateux, Benoît Delobel, Jacques-Yves Delcer, Vanessa Doudin. Et 5 délégués suppléants, Valentin Alster, Émilie Balbeau, Grégory Savette, Mathieu Dauchy et Carole Gruson. Il est proposé donc aux membres du comité syndical de bien vouloir les accueillir et de procéder à leur installation officielle. Ça ne fait pas l'objet d'un vote, c'est une prise en compte. Bravo, bienvenue et bon travail avec nous. Emploi service civique. Oui. Le temps arrive petit à petit de vous faire un bilan de cette session 2022-2023, en rappelant que la cérémonie de clôture à laquelle vous êtes toutes et tous invités aura lieu le 7 juillet, c'est un vendredi à midi au Civom. Alors sur 12 actuellement, il y a 9 volontaires. Alors il y a eu des
des personnes qui ont arrêté de leur propre chef, et puis il y a aussi des personnes qui ont trouvé notamment un CDD. D'accord ? Pour balayer un petit peu ce qu'ils ont fait cette année, donc forcément beaucoup de formations, je dirais à titre personnel, par exemple s'approprier les clés de la confiance en soi, retrouver un peu de confiance, c'est toujours très important parce que ça, pour certains c'est des parcours un petit peu atypiques, transformer les défis en victoire, savoir gérer un budget, savoir gérer un projet de vie, de recherche d'emploi, avoir un développement sur une stratégie de succès. Ça, c'est un petit peu les formations, un petit peu, je dirais, à titre personnel. Ensuite, il y a eu des sensibilisations, comme notamment par la police nationale pour les violences faites aux femmes, et puis des formations aussi sur les objectifs de développement durable. Alors vous le savez que c'était une nouvelle compétence, il y avait également l'association SC2S qui est en lien avec les personnes âgées. Donc il y a eu beaucoup de formations autour de cette thématique comme par exemple allier personnes âgées et isolement, les acteurs et les solutions et les métiers de demain autour du bien vieillir également. Et puis ils ont aussi pas mal participé à de nombreuses actions, à côté aussi des actions menées par le CIVOM. Je pense par exemple à leur participation aux fêtes de l'eau. Ils ont également visité le commissariat central de Lille et puis ils ont participé, comme tous les ans ils le font, à la collecte des Restos du Cœur. Voilà, donc globalement, même si voilà, on ne peut pas maîtriser quelques départs, mais ça reste une marge un peu isolée, il n'empêche que nous sommes très motivés à continuer et à relancer une nouvelle session. Donc il y a eu un mail qui est arrivé dans les mairies très récemment et puis un courrier qui arrivera aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si le besoin se fait sentir. Et comme je crois que c'était Hélène nous l'avait demandé, on vous a rappelé un petit peu les missions sur lesquelles il pourrait intervenir. Donc on vous joint aussi une brochure pour vous donner un petit peu quelques idées sur les missions sur lesquelles les services civiques pourraient demain intervenir dans vos communes respectives. Voilà en ce qui concerne le bilan des services civiques. Merci Nicolas. Oui, pour les avoir croisés particulièrement sur les fêtes de l'eau, qui était un exercice particulier pour eux, parce qu'on les a missionnés sur de l'accueil, de l'accompagnement, etc. Ils étaient fatigués, mais manifestement plutôt fiers de leurs actions. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire, les mettre en confiance. Oui, les communes qui utilisent ces jeunes, en général, en sortent plutôt satisfaits. Les jeunes, on sait à la fin qu'ils ont énormément progressé pendant ces 8 mois, donc je ne peux que vous engager à vous organiser pour pouvoir en accueillir et que chacun profite de cette opportunité. Service aux communes, Michel étant sous des cieux encore plus chauds qu'ici, de mémoire. Je vais vous juste donner 2 mots sur la plateforme informatique, qui est le premier étage des services qu'on veut amener aux communes concernant les problématiques d'informatique. Vous savez que ce premier stade, c'est une plateforme où en fait n'importe quel technicien qui est afférent à l'informatique, voire élu, parce que des communes gèrent leur informatique parfois directement par des élus, pourront poser des problématiques, poser des questions, etc. Et on essaie de gérer un pool d'experts, on va dire, et permettre ainsi d'avoir des réponses. On a un petit copil sur ce sujet qui a travaillé le 15 juin encore sur le sujet avec Mathieu et Caroline, nous concernant, Sylvain Croquette de l'informatique marquetoise et la société avec laquelle on travaille, Pragmea. Manifestement, la plateforme est plutôt bien avancée, il y a eu des premiers tests, il y a des correctifs à appliquer, donc on reste bien sur la programmation donnée qui est de pouvoir mettre à disposition courant fin septembre. Donc on peaufine l'affaire. Après, comme d'habitude, ce sera à l'usage. N'hésitez pas à poser des questions, c'est ce qui va engendrer le flux et le mouvement pour pouvoir aider vos équipes. Affaires générales. Vous
dans le cadre des missions qu'on avait confiées à KPMG, on a eu la première partie, l'audit des compétences et des coûts qui a été rendu, et il y a une deuxième phase qui est un temps de réflexion autour des perspectives d'évolution, qu'elles soient sur les méthodes ou sur les sujets. Donc cette partie, elle sera ouverte dans un temps, le 30 septembre, qui est un samedi matin, de 8h30 à 13h, on va dire, et après, et plus et affinité pour ceux qui resteront pour un petit coup. On va inviter tous les conseillers municipaux de l'ensemble des communes, pas que les délégués, tous les conseillers municipaux. On n'a pas encore un lieu à vous donner, mais une invitation va partir, il y aura plusieurs choses. À l'ensemble des élus, il y aura un save the date, puis une relance, puis une invitation, etc., etc. On va parsemer ça pour aller jusqu'à ce 30 septembre. J'insiste très fortement pour que toutes les équipes soient motivées à venir participer à ce temps de réflexion. Donc les invitations, comme je dis, vont arriver dès que la forme est donnée à l'invitation. Fête de l'eau. Christophe. Oui. Si tu veux bien nous faire un petit rappel et puis de l'actualité et de l'animation d'ordre général. Voilà, donc la commission animation a eu lieu il y a une semaine tout juste, c'était mercredi dernier. Donc nous avons parlé, bien sûr, on a fait un petit retour sur ces fêtes de l'eau. On a parlé de terroir en fête et on a... Ça fonctionne ? Et on a également parlé des journées du patrimoine. Alors, pour ce qui est des fêtes de l'eau, peut-être que une vidéo, je crois que l'on a... Alors, ah ben voilà, c'est en train de se préparer là-bas. Merci Caroline. Donc sur l'écran là-bas, on a eu une société qui s'appelle Une Belle Image, qui a filmé un peu au drone, mais également en direct, et nous a fait donc une petite capture sur ces fêtes de l'eau dans nos différentes communes. Et on devrait en avoir quelques images. À la nage. Voilà la nage donc du canoë, ça devait être sur Quesnoy. Alors il y a un petit mélange, là je crois qu'on est à Saint-André, avec donc le spectacle inaugural sous le soleil cette année, avec donc ces fameuses méduses géantes. Voilà, et on avait rappelé que les méduses existaient dans notre région, à partir du moment où l'eau atteignait 24-25 degrés. Je crois que c'était à peu près le cas lors des fêtes de l'eau. Les croisières, donc 26 croisières qui ont fait le plein. Cette année, 100% des places disponibles ont été retenues. Les petits trains, comme les bus de la Mitram, qui permettaient les transferts, quelques concerts. Alors, toujours énormément de monde. C'est vrai que déjà l'année dernière, sous la pluie, on avait pas mal de monde. Alors cette année, sous le soleil. Ça, c'est le fameux feu d'artifice de Verlinghem. Alors le feu d'artifice, vous savez que cette année, le préfet a durci un peu les normes. On a ces fameux 100 mètres à respecter absolument. Et donc, les pas de tir sont forcément plus éloignés du public. Mais ça, on va tous connaître ça lors du 13 ou 14 juillet dans nos communes. Et voilà, toujours de la musique, toujours de la fête, beaucoup de stands. Ah ben nous voici à Delémont, avec un concert sur l'eau. Et donc, on parlait tout à l'heure des méduses géantes pour les spectacles inauguraux ou de la base de loisirs de Lompré-Péranchy-Verlinghem, mais on avait aussi les déambulations sur les 4 autres communes. Et puisque je parle de la base de loisirs et d'affluence, énormément de monde. J'ai vu Hélène avoir un moment un peu peur, mais pour finir, ça s'est bien terminé. Ça a été un peu juste. C'est sûr que de voir arriver peut-être plus de 5000 personnes. Et forcément, l'animation se terminant par un feu d'artifice, tout le monde quitte la base en même temps. Et effectivement, voilà. Il y a même
Il y a eu un petit début de bagarre, mais ça n'a pas duré longtemps. Non. C'est peut-être la bagarre qui a fluidifié, qui a fait un peu de place, mais qui a fait peur à Hélène. Voilà, donc oui, forcément des conclusions à tirer de tout ça, peut-être aussi de l'affluence. On a eu, je sais aussi, quelques retours sur les problèmes de circulation et de stationnement. Bah oui, on se déplace de commune en commune. Et on sait qu'on a toujours cette habitude de prendre nos voitures. Donc, bah oui, encore une fois, sur la base de loisirs, quelques petits soucis, et notamment en direction de Péranchy, avec un problème de trottoir qui est bloqué par le stationnement. On utilise déjà les petits trains. Je peux parler aussi de bus de la Mitram. On va peut-être revoir un peu aussi les transferts et revoir un peu ces systèmes de parking en utilisant peut-être le système qu'on connaît tous, P+R, à réétudier bien sûr et à rediscuter pour l'année prochaine. Je regarde Karim, donc le maire de Péranchy. Il y a eu quelques remarques, je crois, sur le stationnement. Voilà, alors bien sûr avec le souci pour les mamans avec poussette ou pour les personnes à mobilité réduite, victimes du succès. Voilà. Mais ça, voilà, donc c'était très très marqué sur la base de loisirs, mais on a connu ça sur toutes nos communes, n'est-ce pas Elisabeth, Saint-André également pour l'inauguration. Je ne sais pas, tu as peut-être quelques mots à dire par rapport à l'inauguration. Non, Saint-André fait toujours beau, au bord de l'eau. C'est pas l'eau qui tombe du ciel comme l'année dernière. Donc une pleine réussite, je veux dire, ce spectacle des Méduses qui a attiré une cible vraiment familiale. Donc je ne vais pas dire à renouveler l'année prochaine, puisque chaque commune a droit à son tour. Donc je remercie encore mon collègue de Marquette qui a accepté que l'inauguration se passe à Saint-André. Et l'année prochaine, il récupérera le tour prévu. Voilà. Merci Elisabeth. Oui, Marquette, c'est bien noté. Spectacle inaugural l'année prochaine et sous le soleil également. Oui, merci de rappeler la pluie qui est tombée l'année dernière sur Delémont. Presque autant qu'hier soir. Non, pas tout à fait. Alors, que dire d'autre? Oui, les croisières, on en a parlé. Donc le plein, avec une belle surprise aussi. J'ai vu arriver à Delémont Madame la bourgmestre Alice Lewerk, la bourgmestre de Comines Warneton, Belgique, en famille, avec ses 2 petits bouts. C'est une jeune maman. Très épatée de l'organisation de nos fêtes de l'eau sur l'ensemble des communes, du fait de partager comme ça entre communes ces croisières et ces différentes animations, et une volonté l'année prochaine, alors on peut en discuter ensemble, une volonté de participer, alors surtout pour la commune de Comines, de Warneton, Belgique, puisque la commune est très étendue, la commune de Comines Warneton. C'est une commune en Belgique, c'est 7 communes en face en France. Mais une volonté donc de travailler un peu plus avec nous sur ces fêtes de l'eau. Voilà, puisqu'on a bien la Deule, mais également la Lys faisant frontière avec cette commune. Voilà pour les... Allez, rapidement, terroir en fête. Cette année, donc, on a un petit souci de concurrence avec des gros événements, notamment à Cambrai. Donc, on a plusieurs fermes qui sont appelées là-bas à partir sur Cambrai. Donc, on se réoriente sur d'autres exploitations. On sait aussi qu'on a perdu, bien sûr, les exploitations marquantes, escargots, champignons, canards sur Comines, mais on est en train de trouver d'autres exploitations avec d'autres particularités sur nos territoires. Ensuite, bien sûr, les différentes animations avec... Vous vous rappelez que l'année dernière, il y a eu la ferme en ville à Saint-André, qui est fortement bien marché. Cette année, donc, on avait prévu, lors de la commission, de faire ça sur Vambrechy. Mais Sébastien, on m'a dit qu'il y avait un problème. Le marché prévu sur Vambrechy se marie mal avec le marché ferme en ville pour cette année. Tu confirmes Enfin voilà, donc les personnes s'occupant de l'animation nous ont remonté ce souci pour l'année prochaine. Donc comme on a dit tout à l'heure, de transfert entre
Marquette et Saint-André pour l'inauguration des fêtes de l'eau, peut-être qu'il y aura à nouveau un transfert. Voilà. Non, mais voilà. Donc, et c'est ce que l'on fait. C'est l'occasion aussi de remercier l'équipe qui s'occupe de toutes ces animations, et également du développement durable d'ailleurs, avec, rappeler que Mathieu et Sylvain, qui sont basés à Vambrochy, à l'Office du tourisme, mais qui travaillent donc pour le CIVOM. Un grand merci à eux pour l'organisation en général de nos animations et de ce qui vient de se passer. Et merci bien sûr à Caroline qui dirige cette belle équipe. Quoi d'autre? Oui, je vous ai dit que je vous allais parler également des journées européennes du patrimoine. On a un service des archives qui collecte beaucoup d'images dans nos communes. Et cette année, le service interministériel des archives de France a mis en œuvre une grande collecte des archives du sport. Voilà, c'est bien sûr lié aux Jeux Olympiques de 2024. Dans ce cadre, donc, le service archives de l'Alliance a postulé pour l'obtention du label Terre de Jeux 2024 et du label Olympiade culturelle et travaille à la mise en place d'une exposition virtuelle sur les archives du sport pour les prochaines journées du patrimoine. Cette exposition sera également le moyen de récolter des archives sur le sport via les associations notamment, mais également directement auprès des services de nos communes. Le but serait alors de proposer un deuxième volet en 2024 pour mettre à l'honneur les archives récupérées pendant cette grande collecte. Donc voilà, je renouvelle cet appel. On récolte des images très anciennes sur des sports quelquefois très anciens aussi. Voilà, tout ça étant collecté et ça nous permettra de faire de belles expositions pour les Journées du patrimoine. Voilà, Président, voilà Miguel. Merci beaucoup Christophe. Oui, non seulement le service, et donc le CIVOM en l'occurrence, a postulé à l'obtention des labels, mais il les a obtenus. On a le retour déjà et postulat. Je ne peux, parce que certaines communes posaient la question, toutes les communes peuvent postuler. Si elles ont une action qui peut rentrer dans ce champ-là, elles s'inscrivent, elles postulent et elles peuvent avoir, donc ça peut être intéressant pour les communes aussi d'avoir ce label. Oui, on suit toujours aussi les propositions de la MEL, puisqu'on est bien sûr toujours en collaboration avec la MEL. Et c'est vrai que la MEL nous propose il n'y a pas que la MEL, c'est aussi la Fédération française de handball, d'acheter des terrains. Alors, pour les grandes villes, des terrains en dur, mais je crois qu'il y a quand même une mise de 50 000 euros. Et pour les plus petites communes, comme la mienne en tout cas, des terrains démontables, sous forme de puzzle géant, mais un puzzle qui nous permet d'avoir un terrain de handball en dur, mais qui est démontable, qui nous permet de le mettre peut-être un mois sur un endroit, un groupe scolaire, ou pour nous ensuite au port de Plaisance. Et donc on avait l'idée peut-être, puisqu'on a cette possibilité pour 5 000 euros de dépenses pour la commune d'obtenir ces terrains, d'organiser peut-être quelque chose autour du handball, puisqu'on a bien sûr le tournoi de handball olympique sur l'île. Et c'est un sport, je crois, qui est à faire découvrir. Oui, le tout étant juste de s'installer dans une action concertée et qui puisse rayonner à travers tout notre territoire comme d'habitude, puisque c'est ça qui nous mène. Et après, toute initiative est bonne à prendre. Elle est toujours un point supplémentaire. Donc simplement à organiser, concerter et gérer dans un ensemble. Oui, il y aura l'exposition virtuelle. Vous savez que maintenant, quasiment une fois par an, il y a une exposition qui est constituée par le service archive autour d'un sujet ou d'un autre. Vous avez déjà des actions tous les jeudis, où j'imagine qu'en push, vous recevez une petite relance du service qui vous dit qu'il y avait des questions à poser pendant un temps, mettez des photos, il fallait trouver l'endroit. Enfin, bref, on essaie d'être actif et d'animer un petit peu tout ça. Motiver vos associations à sortir, le cas échéant, de vieux documents qu'ils auraient tout au fond d'une armoire. C'est le moment de les faire revivre quelque part dans le cadre de cette grande collecte et de se rapprocher
de nos services archives qui organiseront tout ça avec grand plaisir. Concernant les délibérations, rapport numéro 2, recrutement contractuel d'un accroissement d'activité, ça concerne l'EHPAD. Oui, alors il s'agit donc de recruter 2 postes à temps non complet sur une durée hebdomadaire de 12 heures, recruter des agents contractuels dans le grade d'adjoint administratif pour une période de 12 mois, couvrant la période donc du 1er juillet 23 au 30 juin 24. Et ces agents assureront donc au sein de l'EHPAD Georges Delfosse des fonctions d'accueil, des fonctions de secrétariat, mais également de mise à jour de différents documents qualité. Voilà pour la présentation donc de ce rapport, Monsieur le Président. Très bien, y a-t-il des remarques particulières, des questions? Pas particulièrement sur ce sujet, qui est assez clair, et qui revient de toute façon de manière annuelle. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 3, recrutement pour accroissement saisonnier. Alors, il est nécessaire donc de recruter des agents contractuels pour faire face ici à un besoin lié à la prévention du risque et dans le cadre du plan canicule. Donc, il vous est ainsi proposé d'autoriser le recrutement de 2 contractuels dans le grade d'agent social pour une période allant du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023. Et ces agents assureront donc des fonctions d'assistant de convivialité à temps complet, et ce pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Voilà, donc il s'agit de faire boire les résidents, de leur mettre les ventilateurs, de baisser les persiennes, je veux dire d'être auprès d'eux pendant ces périodes de chaleur que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir, et même ici dans cette salle. Tout à fait. Comme c'est parti, et si ça reste dans ce champ et un peu dans l'idée de l'année dernière, ce n'est pas du luxe que d'avoir quelques personnes supplémentaires pour accompagner nos seniors dans leur confort. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Rapport numéro 4, modification du tableau des effectifs. Alors, au regard donc de l'activité de l'EHPAD de Georges Delfosse, il y a lieu de créer un poste supplémentaire d'infirmier en soins généraux à temps complet et de porter ainsi à 6 le nombre d'équivalents temps plein IDE. Et donc, il vous est proposé donc d'adopter la création de ce poste et bien sûr de mettre à jour le tableau des effectifs avec cette création. Voilà. Oui, en réalité, c'est pas vraiment une nouveauté. Le 6e poste existait il y a encore assez peu de temps. Il avait été fermé au départ en retraite de l'infirmière hygiéniste. Et on renouvelle ici, dans la mesure où l'organisation des horaires et du travail au niveau de l'EHPAD a été revue et qu'il y a moins de remplacements à venir faire. Du coup, ça donne l'opportunité de redonner un temps supplémentaire sans que ça change la masse salariale. Et qui devrait aider dans ces plages horaires, etc. Le bon fonctionnement. Y a-t-il des remarques? Qui vote pour? J'en ai un petit peu, c'est pour l'assistance, c'est maintenant. Merci beaucoup. Rapport numéro 5, recrutement par contrat d'apprentissage. Alors l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans à 29 ans d'acquérir ainsi des connaissances théoriques dans une spécialité, de les mettre en application, donc soit dans une entreprise ou soit dans une administration. C'est une formation qui est en alternance. Elle est bien sûr sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Alors la rémunération versée à l'apprenti, elle tient compte de son âge. Et bien sûr, dans la progression, dans les différents cycles de formation qu'il poursuit. Alors il est vrai qu'au niveau de l'EHPAD Georges Delfosse, nous recevons, l'établissement reçoit des demandes, des candidatures à l'apprentissage qui souhaiteraient faire leurs études dans ce cadre. Et comme vous le savez, en 2022, une délibération avait été prise dans ce sens en comité syndical pour pouvoir permettre la mise en œuvre de l'apprentissage, essentiellement pour la formation d'aides-soignants. Alors pourquoi nous passons ce projet de délibération ce soir? C'est en fait pour élargir la possibilité et de donner la possibilité d'apprentissage à d'autres étudiants et en particulier
certains étudiants en soins infirmiers seraient intéressés par l'apprentissage. Voilà, Monsieur le Président. Oui, merci. Oui, bien évidemment, c'est toujours le même objectif qu'on poursuit, c'est de trouver des candidats que l'on puisse former à nos méthodes et garder. Donc c'est l'opportunité pour des jeunes, sans doute un peu plus jeunes, d'accéder. Et puis surtout à nos équipes de recruter le personnel qui leur est nécessaire dans le renouvellement, qu'il soit de départ géographique ou de retraite. On a beaucoup de mal à recruter dans ces métiers, tout le monde le sait, c'est vraiment des métiers qui sont absolument sous tension. Donc on se donne une opportunité supplémentaire par ce mode d'apprentissage. Y a-t-il des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 6. Modification du nombre de représentants et désignation des représentants au sein de l'association Alpes. Vous attendez que tu te remettes. Oui, merci Monsieur le Président. Bien, donc l'association Alpes a vu ses statuts modifiés en date du 30 mars 2023 et il convient donc de désigner, de modifier aussi le nombre des représentants du CIVOM au sein de cette association. Étant précisé que nous avons 16 représentants qui siègent à l'Assemblée générale, avec minimum un représentant pour chaque commune, et ensuite la répartition, eh bien, elle se fait en fonction du nombre d'habitants de chaque commune, étant précisé que le président et le vice-président à l'emploi siègent, eux, d'office. Il vous est donc proposé de désigner les représentants ci-après. Pour la ville de Lompré, Valérie Beaufils. Pour la ville de Marc-en-Barœul, Pascal L'Herbier, Éric Gillet, Loïc Catelin. Pour Marquette-les-Lilles, Carole Depric et Joanne Gruson. Pour Péranchy, Rudy Plateau, Carole Gruson. Pour Quesnoy-sur-Deuil, Marielle Peunier. Pour Saint-André, Nicolas Lenindre, Didier Parzy. Pour Verlinghem, Elsa Blancard. Pour Vambrechy, Aurélie Droulers, Gwendoline Spotbin, pardon. J'avais bon. Dans le cadre donc de l'association Alpes, il y a également parmi ces personnes-là à désigner 8 représentants pour cette fois-ci siéger au sein du conseil d'administration de cette association. D'accord ? Donc, toujours le président du CIVOM et le vice-président délégué à l'emploi. Ensuite, il vous est proposé la désignation suivante. Nicolas Lenindre pour Saint-André, Carole Depric pour Marquette, Rudy Plateau pour Péranchy, Marielle Peunier pour la ville de Quesnoy, Elsa Blancard pour Verlinghem et Gwendoline Spotbin pour Vambrechy. Voilà ce qui vous est soumis à votre vote en ce qui concerne donc la désignation des représentants au sein de l'association Alpes. Oui, pour rappel, parce que ça, dans les années passées, on a du mal à se faire comprendre, il faut que les communes désignent des représentants au CIVOM, d'accord, ce qui a été fait, ce qui vient d'être fait concernant Péranchy dans le renouvellement, et que autour de ces gens, le CIVOM Alliance Nord-Ouest désigne des gens qui vont à Alpes, d'accord ? C'est bien le CIVOM Alliance Nord-Ouest qui est représenté par certains de ses élus dans ce cadre-là. Et après, évidemment, c'est la procédure habituelle d'AG, bureau, etc. Donc c'est sur proposition des communes, c'est pas nous qui désignons par défaut tout de même. Et ça permet, dans les changements de quantité, c'est exclusivement dans des effets d'équilibre, puisque dans la constitution de Alpes, il y a toujours un équilibre entre l'État et les organismes nationaux, on va dire, Pôle emploi, l'État, etc., et les élus, pour qu'il y ait toujours une parité. Et après, il y a le CIVOM, Alliance Nord-Ouest, qui a une majorité de voix pour pouvoir porter ses vues, ses objectifs au sein de la structure Alpes. Voilà. Donc, y a-t-il des remarques sur ces modifications de représentants ? Non, je ne pense pas que ça fonctionne.
Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. J'avais déjà une petite parenthèse à faire, parce que j'ai pas eu l'occasion d'intervenir par rapport au point d'information, par rapport à la mission KPMG sur les compétences et les missions et le temps ouvert le 30 septembre. Je voulais juste appeler à votre attention de bien diffuser les comptes rendus, les rapports, les analyses qui ont été produites pour qu'on puisse aussi assimiler un certain nombre d'informations et préparer au mieux ces temps d'échange. Mais je suis sûr que vous l'aviez déjà bien intégré. Par rapport à cette délibération, j'ai aucun problème sur le fond. Je voulais juste en profiter pour rappeler un élément d'information qui me semble intéressant à mettre au débat, et en tout cas qui peut questionner, c'est le rapport de l'Institut Montaigne d'avril 2023, que vous connaissez peut-être, sur la métropole européenne de Lille et sur les structures de l'emploi. En fait, la métropole européenne de Lille, elle compte 480 acteurs intervenant en matière d'emploi, d'insertion professionnelle et de création d'activités. Et du coup, cet institut recommande de renforcer la coordination des politiques de l'emploi en intégrant le transfrontalier notamment. Et en fait, il précise bien que en fait, toutes ces structures en fait, manquent de coordination et ont une superposition des périmètres d'intervention et des compétences qui affectent la lisibilité des services proposés, tant pour les demandeurs d'emploi que pour les employeurs. Donc je crois que c'est un élément qui peut nous interroger. On commençait à en parler avec mon voisin, président de l'association, sur fait, la manière de se positionner dans un écosystème qui est assez complexe et qui manque peut-être de coordination et de lisibilité. Alors effectivement, dans ce rapport, on ne cite pas le CIVOM comme un élément d'une gouvernance plus rationnelle, mais par contre, il y a une vraie question sur l'AMEL et sur finalement la bonne articulation entre toutes les différentes instances, et notamment aussi avec une question qui peut nous concerner nous directement dans notre territoire, la question des relations avec les structures de l'autre côté de la frontière, puisque le bassin d'emploi est aussi souvent poreux avec nos voisins belges. Voilà, donc c'était un élément que je voulais mettre au débat et je suis sûr que vous en tirerez les bonnes conséquences pour les politiques à venir. Oui, pour répondre avec quelques mots sur ce qui est du transfrontalier, ce sont des choses en effet à voir. Pour ce qui est du reste, pour rappel, c'est l'option et l'orientation qu'a toujours pris l'Alliance sur l'organisation. Si on a regroupé au sein d'un seul support les différents outils qui sont très lisibles, très connus, mission locale, PLI et Maison de l'Emploi, c'est vraiment tout à fait dans cet esprit de visibilité. Tous les ans, je dirais, il y a aussi des modifications sur des plateformes communes. Donc tout ça est très très régulièrement revisité et de mon point de vue amélioré, même si des questions aujourd'hui se posent sur l'évolution de structure. Pour rappel, la MEL fait partie de notre tour de table au niveau de Alpes, donc ce n'est absolument pas hors champ, bien au contraire. C'est eux qui ont évolué, qui ont manifesté leur envie de participer. Nous, on a toujours été très ouverts. Il y a toujours eu d'excellentes relations avec les services de l'État, etc. Ce n'est pas sans certaines tensions selon les décisions et certaines négociations, mais on a toujours été ouverts et la MEL ne répond pas en termes d'emploi à la totalité du territoire, elle a des actions spécifiques, elle agit aussi via des subventionnements vers des structures comme les nôtres, petitement aujourd'hui, sans doute un peu plus demain, on ne peut que l'espérer. Donc tout ça est plutôt fait en bonne concertation. Amélioration, il y a toujours à faire. Voici pour ce que je peux vous donner en tout cas comme réponse aujourd'hui, mais comme je vous le disais, ça évolue quasi en permanence. Juste un petit mot, alors le CIVOM est sur 2 maisons de l'emploi, donc je vais parler de notre maison de l'emploi qui est certes plus frontalière, mais on a, et je regarde le maire de Warneton qui lui a bien Warneton Belgique de l'autre côté, on a très régulièrement des forums, donc avec les 2 maisons de l'emploi, je regarde aussi le président ici. Et on peut même le regretter quelquefois avec beaucoup plus d'entreprises belges que françaises. Enfin, voilà, nous, c'est ce que l'on a sur nos territoires parce qu'on a de grosses entreprises de l'autre côté de la frontière. Bon, moi j'en connais bien une pour ses nuisances, mais elle a aussi ce côté-là, c'est qu'elle embauche énormément et quelquefois 80% de Français. Et donc cette entreprise belge se déplace, comme d'autres,
invités donc par les maisons de l'emploi. Et la deuxième chose, là je regarde Hélène, puisque Hélène gère avec Martine Aubry pour le côté français, avec un représentant pour les Wallons, un représentant pour les Flamands, l'Eurométropole. Et on était encore cette semaine ensemble. Et merci Hélène d'organiser aussi régulièrement ces rencontres. On ne parle pas qu'emploi, on parle aussi de beaucoup d'autres choses. Mais voilà, on se sent de plus en plus proche, on a de plus en plus de facilité à discuter avec nos voisins, wallons et flamands, puisque le Communard de Thon, ça n'est qu'une enclave wallonne au milieu de pays flamands. Enfin voilà, je suis peut-être un peu hors sujet, mais... Non, c'est démonstratif de la relation qu'il y a, de l'ouverture qu'on a de manière absolument constante. En l'occurrence, on va passer au vote. Si vous n'aviez en plus rien particulièrement contre, qui vote pour ces nouveaux délégués, merci bien de votre unanimité. Rapport numéro 7, modification des représentants au sein des commissions de l'Alliance. Je ne vais pas en faire le détail, il était sur table. Vous avez en fait juste en fonction des nouveaux entrants concernant Péranchy, de certains autres départs dans les communes, des gens qui ont déménagé, qui ont quitté les conseils municipaux, etc. Donc il y a principalement les évolutions concernant Péranchy, mais aussi quelques mises à jour que nous demandaient les communes en fonction de leur propre actualité. Je ne pense pas qu'il y ait de remarques particulières sur ces éléments. Si vous en avez pris connaissance, de toute façon c'est par délégation, s'il n'y a pas de remarques, qui vote contre cette délibération, qui s'abstient, unanimité, je vous en remercie pour eux, et pour nous d'ailleurs au passage. Rapport numéro 8, décision modificative. Bon alors je vais être clair, je vais être quand même moins à l'aise que Michel, mais voilà, il est en vacances, donc on va pallier. L'ADM présente principalement les écritures pour le paiement du remplacement des fenêtres de résidence Georges Delphos. Les autres modifications dans l'ADM sont des demandes de la trésorerie. Vous savez qu'il y a régulièrement tous les ans des remises à jour de comptes, etc. Et on nous redemande de rebasculer d'un compte ou d'un autre. En dépenses de fonctionnement, au chapitre 011, plus 1500 €, 6 comptes à modifier. C'est plutôt à la marge. Compte 62,88, autres services extérieurs, on a moins 9860. Ce sont des modifications d'imputation sur les comptes 61, 84, 62, 81, que je vous redonnerai en détail juste après, qui sont à la demande de l'ATP. Et des sommes prévues au compte 62,88 en services extérieurs pour des dépenses, quelques dépenses suivantes, qui sont à inscrire sur des comptes autres. Programme VIF, 9 000 € à mettre sur le 62,81 en concours divers et cotisations. Formation PSC1 des volontaires services civiques, 660 €. Et formation ESSOR, 200 € à inscrire en 61,84, versement des organismes de formation. Ça ne change strictement rien au budget, c'est juste des reversements. Compte 61, 558 autres biens immobiliers, plus 500 €. C'est une dépense inattendue. C'est un chauffe-eau qui est au siège qui a rendu l'âme. Donc on vient réajuster ça en fonction de choses dont on peut difficilement se passer. Compte 61, 84, ça fait partie des deux comptes que je vous donnais plus haut. Il y a 2 000 € en positif, une formation PSC1 pour 660, une formation ESSOR pour 200 €, et la formation obligatoire unicité d'un montant qui n'était pas connu lors du vote du budget, et 140 € en participation des archivistes au colloque des archivistes de France. Donc deux petites dépenses supplémentaires de 1140 €, d'où l'équilibre à plus de 1000. Il y a lieu d'ajouter 4 000 € au compte 62,36 et 1 500 € au compte 62,57 pour ce qui est des actions entourant le temps de réflexion que nous aurons en septembre. Il s'agit de protocole et de communication en l'occurrence. Et en compte 62,81, plus 9 000, programme VIF, on l'a vu par ailleurs, c'est juste une bascule d'un compte à un autre. Au chapitre 011, s'élève donc après l'ADM à 382 520 €. 375 380 au BP, plus 7 142 en décision modificative.
Au chapitre 012, il y a 0 en équilibre. Il y a 2 comptes qui sont supprimés en 2023. Il y avait des lignes qui existaient l'année précédente. Ces lignes n'existent plus sur la version 2024. Il faut donc les réaffecter. Donc on a des crédits en 64 118 et en 64 138. Compte 64, enfin 641 114 indemnité d'inflation, et qui va basculer en 641 18 autres indemnités, c'est le même montant. Et vous avez le compte 64 134 autres, qui bascule vers autres indemnités non titulaires. Donc on est vraiment sur des appellations. Là il s'agit de 100 €. Le chapitre 012 reste à 572 050 après l'ADM. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent après l'ADM à 1 538 479 32. Soit 1 531 339 32, au BP 7140 supplémentaires à l'ADM. En recettes de fonctionnement, en chapitre 74, dotations et subventions, nous avons plus 1000 € qui sont au compte 74 718. Autre participation, c'est le remboursement des formations unicité par l'agence du service civique. C'est la dépense dont on ne connaissait pas le montant. Donc on a eu le montant depuis qu'on vient réaffecter. C'est toujours dans l'accompagnement, comme on le disait, des services civiques. On tient beaucoup à ce que la formation qui leur est donnée, l'accompagnement soit puissant. Et c'est ce qui fait, je pense, grandement la différence dans la belle réalisation de ces jeunes. Le recette de fonctionnement s'élève après DM à 2 811 166 57, soit 2 810 166 57 OBP, plus 1000 en DM. En dépenses d'investissement, chapitre 21 immobilisation corporelle, plus 150 000. Compte 21 81 installation générale agencement, plus 150 000, c'est un transfert du compte 2181 au compte 238 et 2318 pour le paiement de l'avance et des acomptes concernant les travaux de remplacement des fenêtres de l'EHPAD. Total du chapitre 21 après DM, de 120 000, c'est le résultat, 250 au BP, moins 150 en DM, donc on a 100 000 en solde. Chapitre 23, immobilisation en cours, plus 150, on trouve la même chose qu'on a vu au-dessus. Compte 238, avance versée sur commande d'immobilisation corporelle, plus 15 000 sur le paiement de l'avance, des 15 000 au compte 238 en mandat d'investissement. Ce sont vraiment des procédures administratives pures et dures. Compte 23-18, autre immobilisation corporelle en cours, plus 135 000 pour le paiement des acomptes. Vous retrouvez bien les 135 plus les 15 000 qui vous font vos 150. Total du chapitre, 23 après DM, 150 000 €. Chapitre 041, opération patrimoniale, plus 15 000. Chapitre 23-18, autre immobilisation en cours. Et on est reparti pour un tour, plus 15 000 de mandat d'ordre budgétaire en dépenses d'investissement pour 15 000 €. Opération d'ordre budgétaire lors de la récupération de l'avance quand les 65% du marché sont atteints. C'est-à-dire en fait, il y a des avances, on est obligé de se mettre sur des comptes d'avance et après de les récupérer. C'est vraiment de la trituration comptable. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 473 800, après DM 458 800, plus 15 000. Recettes d'investissement, chapitre 041, opération patrimoniale, plus 15 000. Compte 238, plus 15 000 au titre d'ordre budgétaire en recettes. Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 841 136 67, après DM, soit 1 826 136 67, plus 15 000. Ouf. S'il y a des questions particulières sur ce rapport de Michel, sur nos DM et nos finances. Juste, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le tableau, c'est peut-être moi qui l'ai pas vu, mais du coup il y avait juste la délib écrite et on n'avait pas les informations récapitulatives. Donc c'était un peu dur à suivre. Mais je ne vais pas vous faire répéter, vous rassurez. Ouais, très honnêtement, je n'ai pas exactement le détail de ce que Michel a préparé. J'ai là le compte-rendu qu'il m'a préparé sur les chiffres, il n'y a aucun souci. Sur la forme, je reposerai la question de s'il y a un lieu d'avoir un tableau d'accompagnement, etc. On ne manquera pas de lui en faire la remarque et de savoir quelle est sa position. Non, mais de toute façon, ça ne correspond pas à une obligation, mais c'est pas grave, ça n'empêchera pas d'en reparler avec Michel pour savoir ce qui lui semble le plus éclairant. S'il y a des abstentions,
Des votes contre. Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 9, versement d'une subvention pour l'EHPAD. Je vais le faire dans la foulée. Donc après attache auprès de la trésorerie, vous savez qu'on a donc un compte de travaux à 150 000 et la trésorerie nous dit que le mieux est de prendre une délibération pour procéder au versement de la subvention prévue au budget. On prend la forme qu'il nous demande, on fait donc une délibération qui entérine ce que l'on a passé en réalité sur le budget. Donc s'il n'y a pas de remarques particulières, oui, je vous écoute. Une petite remarque. Oui. Du coup, j'ai pas l'impression que c'est fréquent de passer des subventions pour verser des montants à l'EHPAD. Et j'avoue que ça m'interroge quand même pourquoi elle recourt à une subvention pour effectuer ses travaux. Ça questionne quand même. L'EHPAD est gestionnaire, le CIVOM est gestionnaire de l'EHPAD. Le CIVOM va verser une subvention pour l'EHPAD pour faire des travaux. Donc du coup, ça mérite un petit peu peut-être des éclaircissements là-dessus. Oui. Je pense en avoir déjà parlé, mais je pense qu'on a dû en parler au niveau du budget primitif. En réalité, quand on fait des travaux concernant les fenêtres, les murs, tout ce qui nous concerne extrêmement directement en termes de propriétaires, on ne fait pas de subvention. Et donc c'est simplement la trésorerie qui nous a dit, comme ces 150 000 sont affectés sur une problématique particulière qui est le SSI, d'accord, le système incendie, et qu'on a abondé le fait de participer à ça dans la mesure où il y a, de notre point de vue, le SSI concerne le bâti, quel que soit l'occupant, mais l'occupant étant spécifique, il amène des charges particulières. C'est un surcoût par rapport à un SSI qui serait standard. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de participer et que comme c'est quelque chose qui est à la base pris en charge sur la structure EHPAD elle-même, c'est par le biais d'une subvention qu'on peut abonder à ça. C'est vraiment très, très technique et parce que c'est un sujet qui est à cheval entre l'occupant et le propriétaire. C'est vraiment sur le conseil de la trésorerie, sur la forme. Ça marche, je prends note, mais le CIVOM n'est pas propriétaire, mais effectivement est dans une situation qui est toujours un peu confuse. Donc on attend effectivement d'avoir aussi la suite des réflexions pour avoir une gestion plus saine et sereine de tout ce qui tourne autour de l'EHPAD. Et du coup, c'est vrai que ça interroge parce que du coup, ça voudrait dire que en fait, c'est l'occupant qui va faire les travaux lui-même. Et puis l'autre question que ça soulève, c'est est-ce que c'est une convention est-ce que c'est une subvention qui nécessite aussi, vu son montant, une convention entre l'EHPAD et le CIVOM pour l'utilisation de cette subvention? Non, il en assumera la maintenance et la sauvegarde très clairement. Pour rappel, c'est pas faute d'avoir déjà largement discuté sur le sujet. Il n'y a rien d'équivoque, que ça nous plaise ou pas. Aujourd'hui, nous assumons les charges de propriétaire. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est extrêmement clair dans les faits. Donc zéro ambiguïté. On verra. Vous avez participé aux premiers travaux et on a une étude qui est mise à jour en cours sur la demande de la commission qui a été constituée, mais il n'y a rien d'équivoque, hein, ça fait partie de nos charges. Donc si vous voulez bien donc, du coup vous positionner, qui vote pour? Donc on compte les pouvoirs bien sûr, qui s'abstient? Une abstention, merci beaucoup. Rapport numéro 10, EPRD modifié. Elisabeth, merci. Alors, en ce qui concerne l'état prévisionnel des recettes et des dépenses modifiées au niveau de l'EHPAD, si on veut s'attacher d'abord aux dépenses, les dépenses du groupe 2, un montant de plus 7 100 € pour la rémunération d'un apprenti aide-soignant de septembre à décembre et aussi pour des honoraires d'avocats pour entamer des procédures pour faire appel aux cautions solidaires pour les impayés des résidents. Un montant de moins 25 000 € qui correspondent à des charges de formation du personnel de l'EHPAD, mais qui doivent être comptabilisées au groupe 3 et non pas au groupe 2, que nous allons retrouver dans le pavé suivant. Donc groupe 3 plus 25 000 €
transfert du groupe 2 au groupe 3, comme je vous l'ai dit. Et cela concerne en particulier les formations en lien avec la bientraitance et les formations incendie. Cela a été en fait ajouté lors de la modification de l'EPRD déjà en mars 2023. C'est un montant de plus 12 000 € pour le coût de l'accueil de l'apprenti aide-soignant. Une partie, bien sûr, sera remboursée par le CNFPT en 2024. Si on veut s'attacher maintenant aux recettes de l'EPRD modifiées, en ce qui concerne le groupe 1, c'est un montant de plus 30 458,34 € au titre de la revalorisation de la dotation de la dépendance qui est financée par le département. Suite à une erreur d'addition, il y a lieu de modifier le tableau de passage à la CAF pour la partie quote-part de subvention qui est virée au résultat. Celle-ci était restée à 14 600 € dans le tableau récapitulatif au lieu de 29 790. Voilà. Monsieur le Président, pour la présentation donc, de ce rapport numéro 8. Merci beaucoup. Donc, évolution EPRD, comme chaque année, sur les mises au point et les différentes actualités. Y a-t-il des remarques particulières sur ce sujet financier? Si ce n'est le cas, on passe au vote, dans un dernier élan qui vote pour. Merci beaucoup de cette unanimité. Nous avons fait le tour des délibérations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une grosse pensée pour nos communes qui ont été affectées par les orages d'hier et qu'elles n'hésitent pas à discuter avec les communes alentours s'il y a des choses qu'on peut faire et pour aider. Je vous souhaite déjà à tous de bonnes vacances. Hein, et puis nous nous retrouverons donc à la rentrée. Vous aurez reçu l'invitation d'ici là. Et on aura la suite sur le dernier trimestre. Reposez-vous bien. À très bientôt.